Télé 50, simplement congolais. À la une de l'actualité en santé, les provinces de la Chopo et du Haut-Ouélé sont touchées par l'épidémie à virus Ebola, annonce faite par le ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba. Au jour d'aujourd'hui, 1792 cas sont confirmés en République démocratique du Congo. Situation politique en RDC, la conférence épiscopale nationale du Congo tente l'expérience et la sagesse du Congo-Brazzaville. Au cours d'une rencontre, le cardinal Ambongo et le président Denis Sassou Nguesso se sont penchés sur la question. Et puis en dehors de nos frontières, le Conseil constitutionnel sénégalais a rétoqué jeudi la réforme de la Constitution adoptée le 29 juin dernier par le Parlement. Le Conseil des sages la déclare contraire à la Constitution. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le cardinal Fridolin Ambongo est allé à la rencontre du président congolais Denis Sassou Nguesso afin d'échanger sur la situation politique que traverse le pays actuellement, marquée notamment par le débat constitutionnel. Ces échanges interviennent quelques jours après la consultation de l'opposition congolaise survenue récemment à Bujumbura et plus d'un mois après la visite du président Félix-Antoine Tshisekedi à Brazzaville. La situation politique et institutionnelle en République démocratique du Congo, la question a été au menu des échanges que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a eu jeudi en soirée à la résidence du Plateau avec Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, accompagné de l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général et porte-parole de la CENCO, conférence épiscopale nationale du Congo. Cette rencontre a eu lieu après les contacts qu'Evariste Ndayishimiye, président burundais et président en exercice de l'Union africaine, a eu le 6 juillet dernier à Bujumbura avec l'opposition de la RDC et les principaux leaders religieux du pays. Elle intervient aussi après la visite de travail du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Brazzaville, le 3 du mois courant. Préoccupé, je dirais même très préoccupé par rapport à la situation que traverse notre pays et qu'il considère comme pays frère. Le président Denis Sassou Nguesso a voulu écouter le cardinal que j'accompagne parce qu'il considère que en tant que pasteur, il a aussi une responsabilité historique de la gestion de la chose commune, de la vie humaine. Et il considère que dans le contexte de l'Afrique aujourd'hui, la situation, la fragilité dans notre pays serait quelque chose de très grave. Il a voulu écouter le pasteur, ce qu'il en pense. Il a dit qu'il avait aussi échangé avec notre chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, et il nous a donné des conseils nécessaires pour nous aider à pouvoir sortir de cette crise. La fragilité dont a parlé le secrétaire général de la CENCO est entre autres due à la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Vous voyez ce qui se passe de l'autre côté. Le pays est en guerre. Une partie de nos compatriotes ne peuvent plus être en communion physique avec nous pour diverses raisons. Les gens continuent à mourir sur le champ de bataille et c'est pas peu de choses. Sans vouloir le dire, cette fragilité serait aussi occasionnée par le débat passionné sur le projet de révision de la Constitution.
De retour de Bujumbura, les responsables de la coalition C64 sont sortis de leur silence au cours d'un point de presse tenu jeudi à Kinshasa. Ils ont dressé le bilan de leurs échanges avec le président burundais Evariste Ndayishimiye tout en réaffirmant leur appel à un dialogue national inclusif pour tenter justement de sortir la RDC de la crise. On va suivre le porte-parole de la coalition Lamuka, l'opposant Prince Epenge, pour plus de détails. La rencontre de Bujumbura, nous avons dit au président ougandais, d'abord on a été répondre à son invitation et il nous a dit à substance que votre pays est menacé, votre pays est en passe d'être balkanisé, le Burundi aide le Congo, mais le Burundi n'est plus en mesure de continuer à porter le poids du Congo. Le Congo est trop grand pour que le Burundi puisse lui servir des points d'appui principaux. Et par conséquent, il nous a invités à parler avec les camps de Félix Tshisekedi pour trouver une solution, pour dialoguer. Nos délégués lui ont dit que nous, de l'opposition, on a toujours été disposés à parler. Malheureusement, celui qui bloque, c'est Félix. Mais si vous tenez, vous comme président de l'Union africaine, en exercice, et président du Burundi, vous tenez à ce que l'on parle, nous ne refusons pas. Nous voulons la paix, pas la guerre. Mais nous posons une seule condition. Si Tshisekedi renonce publiquement à un troisième mandat, à tripatouiller la Constitution pour se maintenir au pouvoir, nous sommes disposés à échanger avec lui. Mais Ndayishimiye nous a répondu qu'il allait contacter Félix Tshisekedi pour nous mettre autour de la table. Nous lui avions dit, nous sommes d'accord à parler, mais vous faites votre travail. Nous, on fait le nôtre. Le nôtre, c'est d'être dans la rue. Voilà pourquoi nous réaffirmons notre engagement à descendre dans les rues du Congo le 22 juillet prochain. À Kinshasa et dans toutes les provinces, le 22 juillet, Congolaises et Congolais, nous serons dans la rue pour dire non au changement de la Constitution, non au troisième mandat, non à la balkanisation. Je l'ai dit au sommaire, à Bunia, dans la province de l'Ituri, le ministre de la Santé, Roger Kamba, a annoncé l'intégration de la Chopo et du Haut-Uélé parmi les provinces officiellement touchées par la maladie à virus Ebola. Au jour d'aujourd'hui, 1792 cas sont confirmés alors que 625 morts ont été recensés avec un taux de létalité de 34,1%. On l'écoute. Nous sommes encore en phase active, très active même de la maladie. Nous nous rendons compte que le nombre de cas augmente toujours. Et cette phase active, on l'attendait presque. Parce que quand vous mobilisez beaucoup de ressources, notamment les relais communautaires, qui vont chercher les malades dans la communauté, effectivement, vous allez augmenter le nombre de cas. Mais cette augmentation de nombre de cas nous donne aussi l'information de la réalité qui est dans la communauté. Et ça nous permet en fait d'arriver à dire, ok, maintenant il n'y a plus de malades qui restent dans la communauté. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va voir maintenant un plateau et une décroissance. Ça, c'est l'évolution de l'épidémie normalement. Nous sommes à 54 jours dans une zone très dense où la mobilité est très importante, où d'autres considérations locales peuvent faire que la résistance communautaire est difficile à vaincre. Et dans ces conditions-là, effectivement, le point de pic, pour atteindre le pic, nous ne pouvons pas encore le fixer aujourd'hui. Nous sommes donc encore dans une phase active. Et je voudrais d'ailleurs dire que nous avons vu des malades de l'Ituri entrer, à partir de Nyanya, entrer à Kisangani, et donc dans la Chopo. Et donc, créant ainsi effectivement de fait que la Chopo est concernée désormais par la maladie. C'est la même chose à Wamba. Dans le Haut-Uélé, il y a des malades qui sont entrés là-bas en venant de Nyanya. Effectivement, nous avons eu des cas à Wamba. Et donc, Wamba, nous considérons aussi que Wamba est dans la liste des zones de santé qui sont touchées. Donc, en Ituri, nous sommes toujours en phase aiguë, en croissance. Au Nord Kivu, nous sommes toujours en phase aiguë, en croissance. Nous avons maintenant Wamba qui sont aussi
concernés du fait de cette mobilité très importante. Et c'est pour cela d'ailleurs que le gouverneur militaire avait déjà pris un arrêté pour surveiller et limiter au maximum, notamment au point d'entrée, au point de contrôle, tous ces mouvements-là. Poursuivant ce journal, pendant ce temps, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, a présidé un déjeuner de travail consacré à l'évaluation du programme économique conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international. Cette rencontre a réuni les députés nationaux, membres de la commission économique, financière et contrôle budgétaire ECOFIN, les membres du gouvernement et les responsables de l'institution de Bretton Woods afin de faire le point sur les réformes engagées, les résultats obtenus et les défis à relever. Revenant sur son expérience d'ancien ministre du budget, le président de la Chambre basse du Parlement, Aimé Boji Sangara, a rappelé avoir participé au rétablissement de la coopération entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international et ont conduit au premier programme triennal conclu en 2021, puis au nouveau programme signé en 2025. Il a invité les députés à s'approprier les réformes en cours afin de mieux exercer leur mission de contrôle. Il s'agit ici d'un véritable exercice de redevabilité destiné à l'amélioration du bien-être de la population que nous représentons. Et il tombe à point car l'Assemblée nationale a adopté, il y a de cela quelques jours, le projet de loi des finances rectificative pour l'exercice 2026. Ensemble, nous avons la responsabilité de contribuer à la stabilité macroéconomique de notre pays, à la croissance et au bien-être de nos populations. Je déclare donc ouverte la journée d'échange de ce jour. Prenant la parole, le représentant résident du FMI en RDC, René Tapsoba, a indiqué que les programmes de la facilité élargie des crédits FEC et de la facilité pour la résilience et la durabilité en vigueur depuis janvier 2025 mobilisent près de 3 milliards de dollars pour accompagner les réformes économiques du pays. Il a mis en avant les progrès réalisés dans la mobilisation des recettes publiques, la modernisation de la gestion des finances publiques, l'opérationnalisation du compte unique du Trésor ainsi que les efforts consentis en matière de transparence, de lutte contre la corruption et de gouvernance. À son tour, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a souligné que les résultats obtenus sont le fruit des efforts déployés par le gouvernement pour respecter les engagements pris avec le FMI. Le ministre a également plaidé pour une réforme du système fiscal afin de réduire la parafiscalité, d'améliorer le climat des affaires et de renforcer les recettes de l'État. Il a insisté sur la nécessité de maîtriser la masse salariale tout en orientant la croissance économique vers le secteur productif, notamment l'agriculture, les infrastructures, l'énergie et l'industrie. Ce déjeuner de travail a permis aux députés nationaux de mieux appréhender les résultats du programme économique conclu avec le FMI, tout en renforçant le dialogue entre le Parlement, le gouvernement et les partenaires internationaux. Et puis, le gouvernement de la République démocratique du Congo a franchi une étape majeure dans la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise à travers la maîtrise des effectifs. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, a présidé à la séance d'évaluation des travaux de la phase d'analyse de la base des données actuelles de la PNC et a par la suite validé le passage à la phase opérationnelle de l'identification biométrique des effectifs de la police nationale congolaise. Cette opération, qui sera progressivement déployée dans les 26 provinces du pays avec Kinshasa comme province pilote, sera exécutée par la société Africa Business Agency ABA, chargée de sa mise en œuvre en collaboration avec la participation de toutes les structures de la PNC. Elle vise à doter la RDC d'un fichier biométrique unique, fiable et sécurisé des policiers. Cette initiative est importante pour moderniser la gestion des ressources humaines de la PNC, assainir les effectifs, éliminer les doublons et les agents fictifs, améliorer la gestion de la paye ainsi que la planification des recrutements, des affectations et des promotions. Cette mission, je le rappelle, est le fondement de la réforme de la police. La maîtrise des effectifs est le préalable à toute réforme de ressources humaines, à toute politique salariale cohérente, à toute amélioration des conditions de service de nos policiers. Cette mission ne saurait être portée
par une seule structure. Elle doit mobiliser l'ensemble de la hiérarchie policière à tous les niveaux. Cette activité s'est tenue en présence du vice-premier ministre, ministre du budget Adolphe Muzito, du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, ainsi que de la vice-ministre des Finances Gracia Yamba. La société Africa Business, à travers son président du conseil d'administration Claude Kikoka, a également remis officiellement au VPM de l'Intérieur Jacques Chabani les rapports d'audit des effectifs de la police nationale congolaise. À l'issue de ce projet, nous aurons une situation nouvelle, clarifié pour chaque policier, à savoir une identité administrative unique, une identité biométrique vérifiable, confirmée par la présence physique sur terrain, une affectation validée par la hiérarchie et rattachée à des unités qui existent réellement au sein de la police nationale congolaise. Et également une traçabilité complète des opérations. Chaque contrôle va laisser une preuve exploitable. Ces documents servira des bases au lancement de l'enrôlement biométrique et contribuera à renforcer la gouvernance de la PNC, la transparence dans la gestion des carrières ainsi que la fiabilité des données administratives des policiers. Autre chose, la réforme de l'enseignement secondaire se poursuit en République démocratique du Congo. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a lancé jeudi des ateliers provinciaux de formation sur la politique de formation continue des enseignants dans 8 provinces éducationnelles. Pendant 18 jours, inspecteurs et encadreurs pédagogiques seront outillés sur les nouvelles approches d'encadrement avec notamment l'appui de la Banque mondiale à travers le projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles. Nouvelle politique nationale des formations continues des enseignants du secondaire, le projet d'apprentissage et d'autonomisation de filles, PAF, a lancé ce jeudi 9 juillet 2026 un atelier de renforcement des capacités de 18 jours destiné aux inspecteurs du domaine d'apprentissage des sciences et des encadreurs pédagogiques provinciaux et sous-provinciaux dans 8 provinces éducationnelles dont le Kwilu 1 et 2, le Congo central 1, 2 et 3 ainsi que l'Omami. Il est question ici de former les opérateurs pédagogiques sur la dissémination de la politique nationale de formation continue des enseignants et la formation des formateurs provinciaux sur les ressources pédagogiques produites pour le développement professionnel continu des enseignants. Cet atelier vise à doter les inspecteurs de ressources et des outils adaptés au développement professionnel continu. Nous avons la politique nationale de formation continue dans les écoles secondaires qui n'existait pas. Maintenant que nous l'avons, nous devons les disséminer partout, surtout d'abord dans les provinces ciblées par le projet PAF. Sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, avec l'appui de la Banque mondiale, le PAF contribue à l'amélioration de la qualité des enseignements au secondaire en se basant sur cette nouvelle politique de formation. Cette formation revêt une importance stratégique car elle permettra aux inspecteurs, formateurs et aux experts de renforcer leurs compétences, d'améliorer leurs pratiques professionnelles et d'accompagner efficacement les enseignants dans l'élévation de la qualité des apprentissages. CIRC se déclare officiellement ouverte. Formation de formateurs provinciaux sur le développement professionnel continu des enseignants. Une initiative qui devrait contribuer au renforcement des compétences des encadreurs pédagogiques et à terme à l'amélioration de la qualité des enseignements dans les établissements scolaires de la République démocratique du Congo. En dehors de nos frontières, le Conseil constitutionnel sénégalais a retoqué jeudi la réforme de la Constitution adoptée le 29 juin dernier par le Parlement. Le Conseil des sages l'a déclaré contraire à la Constitution. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, avait saisi le Conseil constitutionnel justement lundi 6 juillet pour violation de la procédure de révision constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel sénégalais a invalidé jeudi un texte voté par l'Assemblée nationale la semaine dernière révisant l'équilibre des pouvoirs entre exécutif et parlement sur fond de discorde entre le président du pays et celui de l'Assemblée nationale. La loi adoptée à une large majorité par le Parlement dominé par le parti souverainiste PASTEF
et contraire à la Constitution, ont tranché les sages du Conseil constitutionnel après avoir été saisis par le président du pays, Bassirou Diomaye Faye. Ce texte renforçait les pouvoirs de l'Assemblée, dirigée par Ousmane Sonko, et du Premier ministre, et restreignait, de fait, les pouvoirs du président Diomaye Faye. Ce dernier, qui avait exprimé son intention de soumettre la réforme à un référendum, a finalement déposé un recours en inconstitutionnalité pour violation de la procédure de révision constitutionnelle auprès des sages. Le Conseil constitutionnel avance 2 points pour justifier cette invalidation. D'abord, n'est pas avoir prévu des recettes pour compenser la création d'une nouvelle Cour constitutionnelle prévue par la loi. Il reproche également à l'Assemblée un non-respect de la procédure permettant au gouvernement de faire passer ses amendements lors de la plénière. Après des mois de tensions entre le président Faye et son ancien mentor, Ousmane Sonko, ce dernier a été limogé de son poste de Premier ministre le 22 mai dernier. Mais Sonko a rebondi et s'est fait élire dès le 26 mai à la présidence de l'Assemblée nationale, largement dominé par son parti, le PASTEF. Dans ce cadre d'un bras de fer entre l'exécutif et le Parlement, une proposition de loi initiée par le PASTEF de Sonko a été adoptée à une large majorité le 29 mai. Pour le PASTEF qui détient 130 des 165 sièges à l'Assemblée, elle vise à un meilleur rééquilibrage des procédures. Elle vise un meilleur rééquilibrage des prérogatives entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires du Sénégal, un pays à régime présidentiel. Le gouvernement avait exprimé son désaccord sur plusieurs points de la réforme constitutionnelle menée, selon lui, sans concertation avec les acteurs politiques. Cette révision prévoyait que le président de la République ne pourrait plus diriger un parti politique ou une coalition des partis. Et puis en sport, en bref, pour terminer, football mondial 2026, le premier qualifié des demi-finales sont désormais connus. Il s'agit de la France qui a éliminé le Maroc hier en quart des finales. Les Bleus ont confirmé une fois de plus leur suprématie sur les Lions de l'Atlas grâce aux réalisations d'Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe qui s'est rattrapé dans ce match après avoir manqué son penalty en demi-finale. La France va se mesurer au vainqueur du match Belgique-Espagne ce soir. On va prendre les rappels des titres à présent. En santé, les provinces de la Chopo et du Haut-Touélé sont touchées par l'épidémie à virus Ebola, annonce faite par le ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba. Au jour d'aujourd'hui, 1792 cas sont confirmés en République démocratique du Congo. Situation politique en RDC, la conférence épiscopale nationale du Congo tente l'expérience et la sagesse du Congo-Brazzaville. Au cours d'une rencontre, le cardinal Ambongo et le président Denis Sassou Nguesso se sont penchés sur la question. En dehors de nos frontières, le Conseil constitutionnel sénégalais a rétoqué jeudi la réforme de la Constitution adoptée le 29 juin dernier par le Parlement. Le Conseil des sages la déclare contraire à la Constitution. Place à la revue de presse à présent. C'est avec Nathan Diamoueté qui est déjà avec moi sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian, merci. Bonjour également à nos chers téléspectateurs que nous suivent à travers le monde. Alors, 4 sujets très intéressants que vous avez choisis. Des sujets d'actualité d'abord. De retour de Bujumbura, les opposants congolais réitèrent leur engagement pour un dialogue inclusif. Tout à fait, Christian Kalonji. D'abord, le point de presse de la coalition 64 fait la une de journaux parus en début de ce week-end. On ouvre le bal avec le journal Les Phares et qui revient d'abord sur ces consultations de Bujumbura en faisant savoir que quelques 48 heures après leur retour à Kinshasa, les leaders de la C64 se sont retrouvés hier jeudi pour animer un point de presse, non pas pour faire la restitution de leur rencontre avec le
président du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, mais plutôt pour lancer l'appel à la marche qu'ils projettent le 22 juillet 2026, même si ils ont effleuré l'aspect de leur déplacement à Bujumbura sans donner des détails sur les contenus de l'entretien avec leur hôte. Congo Nouveau de son côté et titre tel que vous êtes en train de le voir. Après les consultations de Burundi, l'opposition campe sur ses positions. La C64 défie Tshisekedi et confirme la marche du 22 juillet. Ce portail Christian renseigne qu'à l'issue des consultations tenues récemment à Bujumbura, la coalition 64 qui regroupe plusieurs formations politiques de l'opposition congolaise a une nouvelle fois exprimé son rejet catégorique de tout projet de révision constitutionnelle. En même temps, le potentiel de son côté précise que l'opposition a réaffirmé sa disponibilité pour un dialogue véritable, sincère et inclusif, tout en conditionnant plusieurs préalables, notamment le renoncement public et définitif du chef de l'État à tout projet du changement de la Constitution, la libération de prisonniers politiques, la fin de poursuites judiciaires à caractère politique, le respect de libertés publiques ainsi que le rétablissement de l'état des droits. Selon cette coalition, aucun dialogue crédible ne peut être organisé dans un contexte de répression ou des violations de la Constitution, souligne ce tabloïd. En dépit de cela, Christian Kalonji, le journal Le Maximum s'alarme toutefois sur les retours au pays de Martin Fayoulou, Jean-Marc Aboun, Délice Sanga, les émissaires de Moïse Katumbi et Matata Pogno, après leur bref séjour burundais qui, selon le journal, n'a pas apaisé les tensions, loin s'en faut. À Kinshasa, les climats et électriques, rapporte ce média, du côté de l'opposition. L'annulation de la marche initialement prévue le 8 juillet dernier, puis reportée au 22 juillet prochain pour cause d'invitation du président burundais, a été la goutte qui a fait déborder le vase des controverses internes. Et puis le deuxième sujet, la DGDA a réalisé une nouvelle performance au mois de juin 2026. La régie financière a atteint 117,2% de ses assignations. C'est ce que relève Christian Kalonji, le journal Le Pacifique qui titre, tel que vous êtes en train de le lire juste là à côté. Eh ben, il écrit DGDA, plus de 700 milliards de francs congolais mobilisés au mois de juin. Un nouveau coup d'éclat à l'actif du DG Bernard Kabessier, selon ce journal. Cette performance intervient dans un contexte marqué par la baisse de ressources extérieures prévues dans le budget national. La DGDA confirme donc son rôle central dans la mobilisation de recettes publiques pour soutenir les développements économiques, le progrès social, la construction des infrastructures des bases et la souveraineté financière de la RDC. Le tabloïd relève que ces résultats sont le fruit de la gouvernance instaurée depuis l'arrivée du directeur général Bernard Kabessier à la tête de la DGDA. Dans le cœur de cet article de presse, le média souligne, Christian, également l'apport essentiel de 2 directeurs généraux adjoints qui assurent la coordination stratégique, les suivi de performances, l'encadrement technique des directions provinciales et la mise en œuvre des orientations sur le terrain, ancrées dans la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, pour le développement durable du pays. La DGDA, sous la conduite du comité Kabessier, reste donc déterminée à maintenir les caps de la performance et à dépasser les assignations qui lui sont fixées, renseigne la Gazette. Puis votre revue de presse se poursuit avec ce sujet justement, le Lualaba en plein essor infrastructurel, sous le leadership de la gouverneure Fifi Masuka, maître Thierry Sambumba, dote le commissariat de la PNC Manika Sud d'un bâtiment ultra-moderne. Exactement, Christian. Il ne se passe plus un seul mois sans qu'un bâtiment public ne pousse sur les terres du Lualaba. Le mardi 7 juillet dernier, nous explique encore le journal Le Pacifique. La gouverneure Fifi Masuka a inauguré à Manika Kolwezi un bâtiment ultra-moderne destiné au commissariat de la police nationale congolaise. Elle a souligné que cette infrastructure illustre la volonté de son gouvernement provincial d'offrir donc de meilleures conditions de travail à la PNC
l'UNC et de rapprocher l'État des citoyens, dédiant cette réalisation à la vision de modernisation du chef de l'État. À cette occasion, ajoute le journal, 10 véhicules neufs ont également été remis au chef de quartier de Manika, ainsi que responsables locaux de la Direction générale de migration et de l'Agence nationale de renseignement. Le bourgmestre Maître Thierry Sambumba a salué cet acte et appelé le bénéficiaire à entretenir le bâtiment, patrimoine de générations futures. Cette inauguration confirme donc sans doute l'essor infrastructurel continu du Lualaba sous le leadership de Fifi Masuka, la gouverneure. Et puis pour boucler la boucle, Nathan, le Sénégal, enfin, le Conseil constitutionnel tranche sur un texte voté à l'Assemblée nationale. Nous l'avons dit dans notre journal. Exactement, Christian Kalonji, on revient maintenant cette fois-ci avec beaucoup de détails. Eh bien, la tension persiste toujours entre Ousmane Sonko, le président de l'Assemblée nationale, et Diomaye Faye, le président de la République. D'abord, RFI nous informe que le Conseil constitutionnel sénégalais a invalidé hier jeudi un texte voté par l'Assemblée nationale la semaine dernière, revisant l'équilibre de pouvoir entre l'exécutif et le Parlement pour justifier sa décision. Le Conseil constitutionnel invoque une série de violations des différents articles de la Constitution, notamment les articles 82 et 103, selon l'instance, par exemple, la décision d'accroître les moyens humains, matériels et budgétaires de la future Cour constitutionnelle sans prévoir des recettes compensatrices et contraire à l'article 82, Sénégal, le sage désavoue Ousmane Sonko, c'est les titres que nous lisons à la une de Jeune Afrique qui signale que ces textes renforçaient d'ailleurs le pouvoir de l'Assemblée nationale, aujourd'hui présidée par Ousmane Sonko, et ceux du Premier ministre Amadou Al-Aminou Mohamed Lo, tout en restreignant ceux du président Bassirou Diomaye Faye. Ce média estime que cette invalidation intervient sur fond de tensions entre le président du pays et le président de l'Assemblée nationale. La loi adoptée à une large majorité par le Parlement, dominée par PASTEF et contraire à la Constitution, ont tranché les sages après avoir saisis saisis par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, selon Afrique Télégramme. Pour justement clore ce tour d'horizon, Christian Kalonji, en invalidant les textes, les sages ont rappelé la primauté de la Constitution sur les initiatives législatives, y compris lorsqu'elles émanent d'une majorité récemment plébiscitée par les urnes. Les conseils constitutionnels s'imposent ainsi comme le contrepoids incontournable d'un exécutif et d'un parlement dominé par la formation de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko. Pour les députés PASTEF, l'annulation représente un désaveu juridique dont les conséquences politiques ne se mesureront pleinement que dans les semaines à venir. L'affaire reste à suivre. Christian Kalonji. Je vous remercie de votre présentation. C'est moi qui vous remercie, Christian. Et nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis Mouéné-Ditou. Nous sommes dans le centre du pays, grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.